En 1811, Napoléon domine l'Europe, de la Méditerranée au fleuve Niémen. Pour s'opposer aux Anglais, il compte sur le soutien des Russes. Mais Alexandre reproche à Napoléon sa politique expansionniste. Et au mépris de leurs accords, Alexandre autorise l'accès de ses ports aux navires de commerce anglais. Pour Napoléon, la Russie se comporte donc en ennemi de la France. Caulaincourt, son conseiller le plus proche, tente de le convaincre de ne pas se lancer dans une nouvelle campagne meurtrière. Mais Napoléon ne veut rien entendre. En juin 1812, la Grande Armée franchit le fleuve Niémen et pénètre en Russie. C'est une déclaration de guerre. L'objectif de Napoléon, une campagne éclair. Alexandre choisit d'éviter l'affrontement et de laisser la Grande Armée s'enfoncer dans ses terres. Le général Koutouzov est nommé à la tête des armées russes. Les Français progressent en direction de Moscou, sous des chaleurs accablantes. Mais les Russes se dérobent, pratiquent la politique de la terre brûlée. La maladie, les désertions déciment la Grande Armée. Malgré sa victoire à la bataille de Borodino, également appelée la bataille de la Moskova, Napoléon ne réussit pas à anéantir l'ennemi. C'est dans une Moscou désertée que pénètre la Grande Armée. Une capitale que son gouverneur, le comte Rostopchine, a décidé d'incendier, pour ne rien laisser aux Français. Planquez-vous! Les Russes sont prêts à tout pour détruire la Grande Armée. L'artillerie est en place, la cavalerie aussi. Lariboisière m'informe que les écuries sont en feu et menace de faire sauter l'arsenal. 400 caissons de poudre à canon, la moindre étincelle risque de tout emporter. Il n'y a plus un instant à perdre, il faut quitter le Kremlin. Je suis le premier souverain depuis plus de 2 siècles à avoir conquis cette forteresse. Il n'est pas question Il ne de... s'agit pas de fuir, mais de vous mettre à l'abri. L'incendie se propage. Impossible de prévoir où et quand il s'arrêtera. Mais Napoléon veut prouver au tsar sa détermination. Les sauvages. Brûler ainsi leur ville. Ce n'est pas de cette façon qu'on fait la guerre! Les résultats de l'incendie de Moscou impressionnent. Plus de 60% des constructions en bois de la ville a brûlé. Pendant 6 jours, les flammes attisées par le vent détruisent la bibliothèque de l'université, des palais, des théâtres, et réduisent en cendres les innombrables constructions en bois, habitations, entrepôts, boutiques, églises. Le gouverneur de Moscou, le comte Rostopchine, écrira à son épouse: « Lorsque tu recevras cette lettre, Moscou sera réduite en cendres. Pardonne-moi. » Rostopchine a été sans aucun doute le responsable de l'incendie de Moscou. Et il a lui-même ordonné à nombre de ses subordonnés de mettre le feu à divers endroits de la ville. Cette idée est basée sur le fait de priver son ennemi de gîte, de confort, mais également de bien lui montrer que cette guerre sera sans merci. L'incendie de Moscou a été une catastrophe pour Alexandre Ier. Plus tard, il dira que ça a été un événement pour lui fondamental. Il dira: l'incendie de Moscou a illuminé mon âme. C'est véritablement pour lui un traumatisme. Avec l'abandon de Moscou, Alexandre perd le soutien de sa population et commence à douter de ses généraux. Profondément abattu, il se confie à sa sœur préférée, la grande-duchesse Catherine Pavlovna. Alexandre, comment avez-vous pu laisser le corps prendre ce quartier à Moscou? Koutouzov m'a laissé croire que nos armées avaient triomphé à Borodino. Il m'a trompé. Vous n'êtes donc pas responsable, mon frère. Je ne voulais pas de Koutouzov. Je ne fais qu'accéder au désir général. On vous accuse d'avoir perdu l'honneur de payer et ruiné le peuple. Toutes les classes se réunissent à présent pour vous condamner. Je manque sûrement de talent. Cessez de douter de vous-même. Je suis mal entouré, mal servi. En face d'un adversaire infernal qui dispose toute l'Europe entière. Avez-vous l'intention d'abandonner votre empire au scélérat? Ce monstre qui voulait m'épouser, à qui vous avez failli donner ma main.
Soyez sereine. Je refuserai toute négociation avec lui tant que le seul soldat français, c'est la présence sur le sol impérial. Et si jamais ma dynastie doit cesser de régner, je me laisserai pousser la barbe. J'irai manger de pommes de terre au fin fond de la Sibérie. Потому что я очень люблю картошку. Progressivement, le tsar va en réalité attribuer l'incendie aux Français, de sorte de cimenter, bien entendu, la population. Московской губернии. Враг рода человеческого. Наказание Господне за наши грехи. Дьявольское воплощение. Француз, злодей, занял Москву и поверг ее в кровь и огонь. Et donc cet incendie de Moscou a été un nouveau catalyseur de la résistance du peuple russe parce que, qu'est-ce que c'était que ces envahisseurs qui prenaient la capitale historique de la Sainte-Russie et y mettaient le feu. Tant que Napoléon n'avait pas réussi à détruire l'armée russe, Alexandre se battrait. Et il n'y avait aucune raison pour lui de faire la paix, juste parce que Napoléon était arrivé à Moscou. Et il savait que plus Napoléon resterait à Moscou, plus la position des Français deviendrait difficile. Des pluies torrentielles ont eu raison des incendies. Au cœur de cette cité décharnée, Napoléon se berce d'illusions. Le tsar va sûrement crier grâce et demander la paix. Ce n'est qu'une question de jours, pas question de faiblir. Les incendiaires sont appréhendés par centaines, escortés vers l'échafaud, forçats, bourgeois de la classe moyenne, policiers russes. La plupart clament leur innocence. Ordre est donné de tuer à la baïonnette ceux qui tentent de s'enfuir. Mémoire du sergent Bourgogne. Jusqu'à Moscou, j'avais toujours été d'un caractère assez gai et au-dessus de toutes les misères qui nous accablaient. Il me semblait que plus il y avait de danger et de peine, plus il devait y avoir de gloire et d'honneur. Les manquements de la Grande Armée affectent le sergent Bourgogne. La plupart des témoignages, des récits des soldats qui sont arrivés à Moscou décrivent des scènes de pillage. Après l'incendie de Moscou, Napoléon a laissé faire. Il a laissé piller la ville et ces soldats amassent des objets hétéroclites, objets d'art, bijoux, tableaux. On va trouver la viande, on va trouver les légumes, on va trouver de la boisson. Et il y a beaucoup d'anecdotes qui montrent que les soldats qui ont pu pénétrer dans les caves des maisons bourgeoises avaient de l'alcool jusqu'aux genoux et évidemment sortaient de là en étant tout à fait inaptes à leur métier de soldat. 8e jour à Moscou. Et aucune nouvelle d'Alexandre. Napoléon a trouvé un moyen d'entrer en contact avec lui. Sire, le capitaine Yakovlev. Ah, capitaine. On m'a rapporté que votre famille est une des plus respectables de la ville. Que vous avez essayé de vous enfuir, mais que vous n'en avez pas eu le temps. On vous a bien informé. En échange d'un laissez-passer pour vous-même, votre maîtresse et votre enfant, veuillez porter cette lettre à votre souverain. Je ne garantis pas qu'il accepte de vous lire. Faites de votre mieux. L'empereur espère pousser le tsar à une capitulation honorable. Alexandre, mon frère, j'aime la paix. Ce n'est pas avec plaisir que je me mets au bivouac. Ma femme et mon fils me manquent. Et je ne souhaite pas votre malheur. Mais ceux qui vous servent ne poursuivent que des gloires personnelles. Je suis convaincu que si personne ne s'interpose entre nous, notre ancienne amitié reprendra bientôt ses droits. Et tous nos malheurs finiront. Il croit que je subis l'influence de mon entourage. C'est moi et moi seul qui lui refuse la paix. Vous ignorez que je donne l'ordre d'entamer sous aucun prétexte de négociations avec Bonaparte. Votre Majesté, je ne suis qu'un intermédiaire. Уведите его в Петропавловскую крепость. Пусть ожидает там вынесения приговора за свою измену. C'est sous la contrainte que j'ai accepté. Pour Alexandre Ier, signer un traité de paix aurait été probablement un geste suicidaire. On l'aurait destitué du trône et remplacé. Et Alexandre Ier le comprenait très bien. Le tsar a été catégorique. Non seulement il ne veut pas négocier, il ne veut même pas qu'on engage des pourparlers
avec les émissaires français. Et puis surtout, Napoléon considère qu'ayant pris la capitale historique de la Russie, il est le vainqueur de la guerre et que donc maintenant il s'agit juste de se mettre d'accord pour la paix. Dans l'attente de la capitulation d'Alexandre, Napoléon gère depuis Moscou les affaires de la France. Il organise aussi la vie quotidienne des soldats pour les distraire, leur mettre du baume au cœur. Il fait ainsi rouvrir le théâtre français de Moscou, mais seuls en profitent les troupes stationnées dans la ville. Moscou ayant été largement détruite par l'incendie, la plupart des soldats doivent bivouaquer dans les faubourgs. À l'extérieur des remparts, ils sont beaucoup plus exposés à l'ennemi. Ils subissent les attaques des partisans soutenus par des femmes en armes, des paysannes déterminées à épauler leurs pères, leurs époux, à venger leurs frères, leurs fils. Concernant les partisans, on peut dire une seule chose. C'était des brigades de l'armée composées de cosaques et de hussards. C'est la plus grande force qui ait jamais lutté contre les Français. Venant des steppes du sud, les cosaques formaient des communautés d'hommes libres. Au fil des siècles, ils ont été intégrés dans les armées impériales russes. Ayant conservé une certaine autonomie, ils n'appartiennent pas aux troupes régulières. On compte sur eux pour harceler l'ennemi, attaquer ses flancs, son arrière-garde, ses lignes de communication, de jour comme de nuit. Des dizaines de milliers de cosaques qui inspirent une véritable terreur à leurs adversaires, en agissant sur leur morale comme des apparitions diaboliques. Alexandre refuse toujours de me répondre. Quel stupide entêtement. Il s'en repentira. Je vous renvoie à Pétersbourg, Colincourt. Vous verrez l'empereur Alexandre et vous ferez la paix. Il vous connaît bien. Il refusera de me recevoir. Il sait que le temps travaille pour lui. L'hiver va arriver. Oh, arrêtez avec cet hiver. L'automne est ici plus doux qu'à Fontainebleau. Ne vous y fiez pas, sire. L'hiver arrivera, comme une bombe. Dans l'état où nous sommes... Continuez. Il faut rééquiper notre armée. Il nous faut des peaux de mouton, des gants, des bonnets, des bottes fourrées. Enfin, de quoi affronter l'hiver? Je vous écoute. Beaucoup de nos hommes ont déjà péri, entre le Niémen et la Moscova. Et croyez-moi, tout vous manque. Par exemple, on n'a pas préparé de fer à crampons pour les chevaux. Alors comment feront-ils avec l'artillerie, avec les malades, les blessés? La saison est encore belle, profitons-en. Quittons Moscou. Évacuer Moscou serait s'avouer vaincu. Je comprends vos scrupules à rencontrer Alexandre. Alors que la Russie est si dévastée. Dans ce cas, allez voir Koutousov. Mais il ne cédera rien non plus. Eh bien, j'enverrai l'Oriston et il aura l'honneur d'avoir fait la paix et d'avoir sauvé la couronne de votre ami, Alexandre. Vous pouvez disposer, Colincourt. De capitulation russe, il n'est plus question. En envoyant le marquis de l'Oriston négocier avec le général Koutouzov, Napoléon espère avant tout sauver la face et préserver son armée. Comme Caulaincourt avant lui, l'Oriston avait été ambassadeur de France à Saint-Pétersbourg. L'empereur, mon maître, aurait voulu traiter Moscou, comme Vienne et Berlin. Mais en y mettant le feu, vos compatriotes ont détruit l'œuvre de plusieurs siècles. Милые дамы, через несколько минут я полностью ваш. Nous n'avons jamais fait la guerre de cette façon. Nos soldats ne sont pas des incendiaires. Malheureusement, le peuple est convaincu du contraire. Pour les Russes, cette guerre est aussi dévastatrice qu'une invasion tatare. Vous ne pouvez pas comparer Napoléon à Gengis Khan. Ah, vous avez raison. Gengis Khan n'a jamais eu l'infamie de transformer nos églises en écuries. Vos paysans font preuve d'une extrême cruauté envers leurs prisonniers. Ils les ébouillantent, les empalent vivants. Leur férocité est contraire aux règles de la guerre générale. Notre armée régulière se montre-t-elle aussi indigne? Non, mais... Hélas, je ne peux pas contrôler les moujiks. Il faudrait refaire toute leur éducation. Organisons au moins des échanges de prisonniers. L'empereur a le désir sincère de mettre fin à cette querelle entre deux nations si généreuses. Trouvons un compromis. Un compromis? Voulez-vous que je sois maudit par la postérité? Cette guerre ne peut pas se prolonger. Essayons de conclure un armistice. Oh! J'ai interdiction absolue de prononcer ce mot. Par 3 fois, Alexandre refusera d'entrer en négociation. Et de fait, ce sera payant, puisque de guerre lasse, Napoléon, le 19 octobre, sera contraint de sonner le départ. Napoléon n'est pas stupide. Il est capable de calculer les risques militaires. Et il sait très bien ce qui lui arrivera s'il reste à Moscou pendant l'hiver. Que ses chevaux mourront tous, inexorablement.
Et il pense aussi, ce qui est peut-être aussi un peu irréaliste, à ce qui pourrait se tramer à Paris si lui, l'empereur, est coupé de la capitale pendant 4 mois, coincé à l'autre bout de l'Europe. Dans sa dernière lettre du Kremlin, l'empereur annonce la retraite et sa décision de faire sauter la forteresse. Mais cette lettre révèle surtout un homme bouleversé. Il est arrivé à Moscou au plus fort de son pouvoir. Il en repart fragilisé. Le début d'un implacable déclin. Personne ne l'avait jamais vu s'exprimer avec tant d'émotion, même lorsqu'il évoquait son amour pour l'impératrice ou pour son fils. Moscou l'a mise à terre. Les hommes de Napoléon se préparent à quitter Moscou. Mémoire du sergent Bourgogne. Parmi nous se trouvait une jeune et jolie personne que l'on disait appartenir à une des premières familles de Moscou. Et qui fit la folie de s'attacher à un de nos officiers supérieurs. Elle fit la folie plus grande encore, de le suivre dans la retraite. Le convoi fatal. Une caravane désordonnée de voitures de toute espèce, regorgeant des plus improbables butins. Bibliothèque entière de beaux livres, tableaux de maître roulés pour la commodité du transport. Malgré le pressentiment des misères qui leur sont réservées, chacun tient à rapporter sa part de trophées. Ainsi que plusieurs livres de sucre, du riz, un peu de biscuits, de la liqueur, en prévision des privations futures. Derrière les combattants, les civils de la Grande Armée, ambulanciers, ingénieurs, forgerons, boulangers, maréchaux ferrants, cantiniers avec femmes et enfants, et qui ont eux aussi tiré profit de l'occupation de Moscou. La présence de ces civils mêlés à l'arrière-garde va se révéler bientôt un terrible handicap. La stratégie de Kutuzov est dans un sens très simple. Il pense que le climat va l'aider à détruire l'armée française. Il sait que ces Cosaques, soutenus par des unités légères de cavalerie, vont forcer l'armée française à rester sur les routes, rendre impossible le ravitaillement. Ce qui les condamnera presque tous à la famine. Et ça, c'est probablement le coup de génie de Kutuzov, c'est de l'avoir obligé à reprendre la route de l'Allée. Et d'ailleurs, quelques jours après avoir quitté Moscou, les soldats traversent le champ de bataille de Borodino, où on n'a pas eu le temps de nettoyer. Les vestiges du champ de bataille de la Moskova. On se demande à quoi a servi cette victoire. Cette bataille déjà célèbre par le nombre de ses victimes. Écrit le sergent Bourgogne. À perte de vue, dans une horrible puanteur, des jambes, des bras et des têtes sortaient de terre. Les pluies avaient mis les sépultures à découvert. Rien de plus triste que tous ces morts qui, à peine, avaient conservé une forme humaine, 52 jours après la bataille. Souvenir de Heinrich von Russ, médecin dans la Grande Armée. Partout où l'on campait, ou en chemin, quand les blessés avaient besoin de descendre de voiture ou de refaire leurs pansements, ils étaient abandonnés par des cantiniers cruels, des femmes enrichies et arrogantes ou des frères d'armes sans pitié. J'en vis quelques-uns gémir sur la route et implorer du secours. Comme Armand de Caulaincourt l'avait hélas prédit, l'hiver s'installe sans crier gare début novembre. Les températures descendent sous les moins 20 degrés. Les chevaux, n'ayant pas été ferrés à glace, glissent au moindre mouvement et s'épuisent. Il faut alléger les voitures, les chariots, ce qui oblige la Grande Armée à se délester de son butin. Moscou n'est déjà plus qu'un lointain souvenir. Je pense que la Grande Armée n'était pas préparée à l'hiver, que Napoléon n'avait jamais prévu de mener une campagne d'hiver. Des études ont établi que la combinaison de 3 facteurs, l'épuisement, le stress et le froid, bouleverse le métabolisme des soldats, au point que même s'ils reçoivent l'équivalent de 500 calories par jour, leur corps n'en absorbe qu'une fraction.
Les tactiques de harcèlement des Russes combinées aux conditions météo et au rationnement des vivres accéléraient donc le processus de malnutrition, amplifiaient la famine et multipliaient le nombre de ceux qui périssaient de faim. Depuis le début, Napoléon s'attendait à vaincre l'armée russe en 2 mois. C'était toute la logique de sa stratégie. Mais il se retrouve entraîné dans une campagne plus longue. Sur le terrain, les hommes sont frigorifiés, affamés. On éventre les chevaux abandonnés. On recueille leur sang. On le fait cuire pour s'en nourrir. Les Russes profitent de la débandade pour fondre sur leur proie. La grande armée se disloque, pendant qu'à Paris, le trône vacille. Le 23 octobre, à Paris, dans la nuit, avec quelques hommes, le général Mallet se rend à la préfecture, s'empare du ministre de la police, Savary, et le conduit à la prison de la Force. Mallet et ses complices se rendent ensuite à l'état-major, place Vendôme, sans rencontrer la moindre résistance. Mallet a fait courir le bruit que l'empereur était mort sous les murs de Moscou. Il veut installer un gouvernement provisoire et mettre fin à la guerre. L'image de l'empereur s'est bien dégradée à Paris. Quand Napoléon prend connaissance de cette tentative de coup d'État, il n'a plus qu'une idée en tête. Il me faut rentrer à Paris au plus vite. Je ne peux pas laisser les esprits s'échauffer. Même si cette affaire n'a duré que quelques heures. Il y a toujours des sages pour reprendre l'entreprise des fous. Enfin, vous ne pouvez pas rentrer en France avant votre armée. C'est qu'ils étaient tout près d'aller faire sonner le tocsin à Saint-Roch pour annoncer ma mort. Et personne n'a pensé à désigner Marie-Louise comme régente. J'ai pourtant un fils, un successeur. Mais ils l'ont oublié, Colincourt. Ils ont oublié le roi de Rome. Pendant que Napoléon songe à rentrer, sur le terrain, l'hécatombe continue. À la mi-novembre, il ne reste que 42 000 hommes encore vaillants sur les 104 000 qui ont quitté Moscou. Les autres, en péri de faim, d'épuisement, de maladie, ont déserté. Figurent parmi les traînards, sont tombés aux mains des détachements cosaques ou sont morts au combat. Smolensk n'est plus très loin. Napoléon espérait passer plus au sud, sur des terres riches qui n'avaient pas été touchées, donc là où il aurait trouvé de quoi s'approvisionner, mais il en sera empêché par l'armée russe qui précisément va le contraindre à reprendre cette fameuse route de Smolensk empruntée à l'aller. Tous espèrent trouver à Smolensk nourriture et fourrage pour les chevaux, grâce aux ponctions réalisées sur les populations locales par les hommes restés sur place. Les survivants pensent que la fin du calvaire est proche. Alors, à Smolensk, Napoléon avait donné des ordres pour qu'il y ait des approvisionnements, pour que les hommes à l'arrivée trouvent de quoi se nourrir. Mais les troupes qu'il a laissées sur place ont commencé à entamer ces réserves, ce qui fait qu'elles seront déjà insuffisantes pour répondre à l'ensemble des besoins de cette nouvelle armée sur le retour. Immense déception. Affamée et terriblement affaiblie, la grande armée doit quitter Smolensk. Elle n'est plus que l'ombre de ce qu'elle fut, et les Cosaques profitent de sa faiblesse pour attaquer les flancs. Ce harcèlement continuel force Napoléon à maintenir ses troupes rescapées sur une route déjà dévastée. Koutouzov, de son côté, avec 80 000 hommes, a entamé la course-poursuite et se rapproche dangereusement des arrières de Napoléon. Il est accompagné au nord par le général Wittgenstein. Avec 40 000 soldats, celui-ci s'apprête à forcer sur le centre de l'armée française. Tandis que le général Tchitchakov termine le dispositif d'encerclement russe et place ses 27 000 hommes et ses 100 canons en aval de la rivière Bérésina. L'étau se resserre, d'autant que Tchitchakov occupe une position clé. Il contrôle le seul et unique passage de la rivière Bérésina, le pont de Borisov.